Avec vous, c'est Mutuel. Un podcast proposé par la MGFI. Longtemps reléguée au second plan, la santé mentale s'impose comme une priorité nationale en 2025, année où elle devient grande cause nationale. Ce tournant majeur a ouvert la voie à une mobilisation collective. Campagnes de sensibilisation, témoignages, initiatives citoyennes, les langues se délient et les tabous tombent. Dans ce nouvel épisode d'Avec vous, c'est Mutuel, nous abordons les pistes concrètes pour mieux prévenir, mieux comprendre et mieux prendre en charge. Bonjour Patricia Assensi-Ferré, vous êtes fondatrice de l'association Envie de Résilience. On est ravis de vous recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. La santé mentale a été choisie comme grande cause nationale 2025. Pourquoi est-ce devenu un enjeu de santé publique ? Je pense que c'est devenu publiquement un enjeu de santé publique, il était déjà. C'est vrai que cette grande cause décrétée au sommet de l'État permet d'aller ruisseler dans toutes les strates de la société et de pouvoir en parler de manière plus libre. Le sujet étant très tabou et pour autant, les indicateurs que l'on avait déjà depuis quelques années et notamment post-Covid faisaient état d'une détérioration de tous les enjeux périphériques aux problématiques de santé mentale. Et donc, c'était absolument nécessaire d'en parler. Et vous, pourquoi avez-vous choisi de vous engager sur la question de la santé mentale ? Alors, nous, on est des engagés déjà depuis plus de 8 ans avec Envie de Résilience. Notre sujet, c'est comment on peut transformer les vulnérabilités présentes dans le monde du travail pour éviter de générer des doubles peines et plutôt générer une occasion, une opportunité, faire de la performance. La question de la santé mentale, en soi, est une des vulnérabilités présentes dans le monde du travail. Elle n'est pas la seule. Et on voit là aussi comment tout ce qui va être santé physique, santé psychique, santé sociale sont en interdépendance. Donc en fait, agir sur la question des vulnérabilités, quelle que soit la nature des vulnérabilités, c'est faire de la prévention en santé mentale. On parlait de prévention. Quels sont selon vous les piliers essentiels pour maintenir un bon équilibre mental ? Je pense que c'est le même ingrédient que sur la question de la résilience, en fait. C'est la qualité du lien, le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, le fait d'être attaché, relié à autre que soi. Ce qui est le plus inquiétant, et d'ailleurs c'est ce qu'il nous faut surveiller le plus possible, c'est tout ce qui va être changement de comportement et notamment repli sur soi. Puisque avant de poser des termes de pathologie, on va bien identifier des changements de comportement. Et donc, c'est ça, ce lien à l'autre, cet attachement à l'autre, le fait de pouvoir continuer à aller vers les autres, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental aujourd'hui et que on pourrait avoir tous les dispositifs de la Terre, la meilleure mutuelle qui soit, si on n'est pas relié, s'il n'y a pas de lien, en fait, c'est totalement vain. En fait, on ne pourra pas décréter la santé mentale si notre société n'est plus solidaire. Ce qui est intéressant sur des sujets de santé, c'est que nous en sommes tous des acteurs. L'idée n'est pas de rajouter de la culpabilité à la culpabilité si je fais pas absolument tout ce qu'il faut pour être dans la meilleure santé qui soit. Mais néanmoins, c'est bien de se rappeler qu'on a aussi la main sur nos propres ressources et que du coup, on va trouver différents niveaux de ressources pour venir soutenir une personne quand elle traverse ou en tout cas pour essayer de faire du préventif par rapport à ça. Et effectivement, tout ce qui va permettre déjà entre moi et moi-même de répondre à mes besoins, je pense notamment pour faire un petit focus sur la problématique des émotions. On a de manière plus ou moins familière accès à nos émotions et notamment il nous arrive quand même de temps en temps d'être en colère et probablement que ce que l'on traverse en ce moment nous génère de plus en plus de colère. Quand je génère de la colère, je génère du cortisol. Quand je génère du cortisol, le taux de cortisol qui est monté dans mon cerveau fait descendre mon immunité dans mes chaussettes. Donc tout ce qui va me permettre de réguler mes états émotionnels, ne serait-ce que d'accueillir l'émotion telle qu'elle est. L'émotion, elle est là pour nous dire des choses. L'émotion, elle parle d'un besoin. Quand je suis en colère, ça parle d'un besoin de respect, un besoin d'intégrité. La peur, elle parle aussi et elle va aussi générer d'autres émotions. Donc derrière, c'est de comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais qu'on a chacun déjà mis en place des petites choses, des petits rituels qui viennent nous soutenir. Alors évidemment, l'activité physique et le sport, c'est quasi une évidence, mais l'activité physique et le sport, ça peut être simplement danser dans sa salle de bain pendant 2 minutes chaque matin. Une ressource basique, et là, ça paraît tellement évident qu'on n'y pense pas, c'est la respiration.
Si en conscience, je respire ou même si je chante, là encore à tue-tête pendant quelques minutes, du coup, cette respiration, je vais venir activer ce qu'on appelle le nerf vague et ça va être aussi quelque chose qui va faire ressource par rapport à la bonne santé. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, chacun, on a nos petits trucs et que ces petits trucs sont absolument hyper, hyper, hyper importants et non négociables. Il y a des gens qui aiment cuisiner. On pourrait évoquer, on y penserait moins, mais pour ceux qui auraient la chance de ne pas être allergiques au chat, je pense que le chat est typiquement peut-être le meilleur des préventeurs en termes de santé, puisqu'on va activer le toucher et on va activer effectivement le ronron qui, à mon avis, doit nous placer dans des ondes bêta. Donc, je ne sais pas si c'est des ondes de sophrologue, mais à mon avis, on ne doit pas être très très loin. Et en tout cas, derrière ça, l'idée, c'est vraiment de se dire que derrière chaque émotion que l'on ressent, et c'est naturel d'être en colère, c'est naturel d'avoir peur, c'est naturel, voilà, d'être triste. Derrière chaque émotion, il y a un besoin et que nous sommes tous en capacité, à notre échelle, d'être à l'écoute de nos besoins et ainsi de pouvoir prévenir les risques et d'être effectivement tous acteurs de notre santé. Un dernier chiffre pour la route, je crois qu'on a les derniers travaux en épigénétique nous font savoir qu'on a la main sur 30 à 40% de l'impression de nos gènes. C'est énorme, 30 à 40% quand même. Donc voilà, on n'est pas là pour se culpabiliser, mais on est là pour se dire qu'effectivement, en écoutant nos besoins, en allant vers l'autre, en continuant de se demander comment ça va, on sera tous des acteurs d'une santé globale, mentale évidemment, mais aussi physique et sociale. Et si on revient sur les dispositifs et les aides, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? Moi, j'aimerais insister sur un numéro d'appel qui est le 3114. Le 3114, c'est le pompier du suicide. Aujourd'hui, on a 3 fois plus de probabilité de perdre un collègue d'un suicide que d'un accident de la route. Aujourd'hui, la première cause de mortalité d'une jeune maman dans l'année qui suit la naissance de son enfant, c'est le suicide. Donc moi, j'ai envie de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors, on ne va pas se transformer en thérapeute, que l'on n'est pas forcément. Mais par contre, quand on est témoin de situation, quand on se pose des questions, ce numéro qui est un numéro national avec des personnes qui sont présentes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour répondre à toutes les questions, que je sois concernée directement ou que je sois en questionnement pour un proche, moi j'insisterai vraiment sur ce numéro d'appel d'urgence qui est le 3114. Sur le risque suicidaire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Jamais. Et pour finir cet entretien, quels sont, selon vous, les progrès récents les plus encourageants dans le domaine de la santé mentale ? Alors, on en parle et ça reboucle avec cette question de pourquoi une grande cause déjà pour en parler. Je veux pas être pessimiste, mais c'est vrai qu'on a des gros retards de diagnostic sur des problématiques, notamment de bipolarité, avec des pathologies qui commencent à se développer dans l'adolescence. Et quand on connaît des adolescents un peu de près, on a du mal à savoir si finalement ces changements d'humeur sont à peu près normaux ou pas. Moi, je reviendrai sur le fait que le plus grand des progrès qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'en parler. C'est d'oser en parler. On est sur un sujet qui est absolument tabou. Si demain je tombe et que je me casse le poignet, je ne vais pas me poser la question, je vais aller aux urgences tout de suite. Si jamais la nuit prochaine, finalement, j'arrive pas à bien dormir, mais ça fait déjà quelques nuits que c'est comme ça, et puis finalement, je commence à tourner en boucle avec un sujet qui est pas passé ou encore, je vais garder ça pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de tabous, beaucoup d'omerta, beaucoup de honte sur les problématiques de la santé mentale. La réalité, c'est que tous, autant que nous sommes, à un moment ou un autre de notre vie, nous serons confrontés par une problématique puisque la santé mentale est une des 3 composantes de la santé. Santé physique, santé sociale, santé mentale. Donc la grande avancée, c'est de continuer à en parler. La grande avancée, c'est d'identifier tout ce qui va faire ressource et qu'on peut activer, puisque on sait aujourd'hui que la qualité du sommeil, dans 75% des problématiques de santé mentale, il y a une problématique de sommeil. D'être attentif à son sommeil et peut-être de couper son écran un peu plus tôt qu'on le fait aujourd'hui, ça peut être quelque chose. On sait aujourd'hui qu'il y a des problématiques de santé mentale qui ont des causes alimentaires. On a 80% des cerveaux mondiaux qui sont pas bien nourris. Moi, quand je me suis intéressée à l'alimentation, je pensais que c'était pour mon maillot de bain l'été. La première des composantes de ce que l'on nourrit avec la nourriture, c'est pas son corps, c'est son cerveau. Et aujourd'hui, on aurait, alors j'ai pas le chiffre, je pourrais pas vous ressortir la référence exacte, mais j'ai compris qu'il y avait à peu près un tiers des maladies mentales, ou en tout cas des dépressions, qui pourraient trouver un équilibre, une régulation par le biais de l'alimentation. Et on va reboucler encore sur ce sujet du lien social. On va reciter l'étude menée par Harvard depuis 1938 qui suit des cohortes de jeunes qui sont moins jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence sur le bien vivre en santé sur la durée ? C'est le lien social. Encore une fois,
notre acte de résistance, c'est de continuer à être en lien avec les autres, de continuer quand on se pose la question de savoir est-ce que ça va vraiment, d'écouter la réponse, de sanctuariser des espaces pour se demander au travail et ailleurs comment tu vas vraiment. Et pour nous, c'est vraiment absolument fondamental de revenir aux bases parce que, encore une fois, c'est la qualité de nos liens qui vient en soutenir l'épreuve et la capacité de transformer cette épreuve, on l'espère, en résilience. Merci beaucoup Patricia pour cet entretien. Au revoir. En parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. Rappelons que des acteurs engagés comme la MGFI, mutuelle spécialiste de la fonction publique, agissent concrètement auprès de leurs adhérents en leur proposant des services adaptés et des ressources utiles, comme le guide de la santé mentale que vous pouvez retrouver sur mgfi.fr, rubrique Vivre mieux. À très vite dans Avec vous c'est mutuel.